C'est le temps de l'information sur les antennes de Fario Télévision Africa. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La première partie de ce bulletin d'information, c'est en langue anglaise avec Vodix Nabissi. Bon après-midi, Bala. Good day, ladies and gentlemen. Thank you immensely for saving the rendezvous once again. We debut this first segment in the English language with COP27, where the United Nations Climate Change Summit acronym COP27 officially kicked off on Monday, November 7, 2022, as delegates from over 200 countries agreed to discuss on how to save the planet. The summit, to run till November 18, 2022 in Sharm el-Sheikh, Egypt, will see them discussing how to compensate poorer nations from the adverse impacts of climate change. Take a listen to the details of the story. The United Nations Climate Summit COP27 kicked off on Sunday, November 6, 2022, as delegates from all over the world agreed to discuss whether rich countries could compensate poorer nations most vulnerable to climate change at the United Nations Summit in Sharm el-Sheikh, Egypt. The conference, to run through November 18, saw diplomats approve a much disputed agenda item to talk about matters relating to funding arrangements responding to loss and damage associated with the adverse impact of climate change, especially on the African continent. United Nations Secretary General Antonio Guterres, at the start of the summit, told countries in Egypt on Monday they face a stark choice. He stated nations should work together now to cut emissions, or they might condemn future generations to climate catastrophe. His speech set an urgent tone as governments will sit down for 2 weeks of talks on how to avert the worsening impacts of climate change, even with the lingering impact of Russia's invasion of Ukraine, which has led to rampant consumer inflation and energy shortages. Hence, he called for a bond between the world's richest and poorest countries to accelerate the transition from fossil fuels and funding to ensure that poorer nations can reduce emissions and cope with the climate impacts that have already occurred. Just to reiterate that as COP27 is ongoing in Egypt, more than 25 countries have agreed to protect forests in a bid to end deforestation by 2030. We now talk the Democratic Republic of Congo and Rwandan tensions, where Democratic Republic of Congo fighter jet has violated a Rwandan airspace, was government said on Monday. Rwanda has called the act a provocation from the part of the Congolese government. The details in this following reports. Following recent developments between the two East African countries with regards to the M23 rebels, tensions continue to rise. The Democratic Republic of Congo fighter jet entered the Rwandan airspace on Monday, but government said in what Rwanda has called a provocation, although Congo said it was a mistake. According to sources, no military action was taken and the warplane returned to the DRC. The incident comes at a time of particularly high tensions between the two East African neighbors, as Congo blames Rwanda for supporting a rebel group M23 fighting in its east. On Monday morning, a Sakwai 25 fighter jet from Congo violated Rwandan airspace and briefly touched down at Kubavu airport in Rwanda's western province, the Rwandan government said in a statement. The Congolese government revealed in a statement the plane was unarmed and accidentally entered the Rwandan airspace while on a reconnaissance mission near the border. Congolese authorities have long accused Rwanda of backing the Tutsi-led group, which resumed fighting against Congo's army on October 20 in North Kivu province. Congo expelled the Rwandan ambassador days later in retaliation for this alleged support. Rwanda denies any involvement, saying the accusations are a tactic to cover up Congo's security failures. Officials from both countries held talks in Angola on Saturday to end the political standoff.
We stay in the eastern part of Africa, but this time around to talk a sad event that took place in Tanzania, where 19 people died in a crash in an airliner that crashed into Lake Victoria, Tanzania on Sunday, November 6, 2022, as it prepared to land in Bukoba from the economic capital Dar es Salaam. The rest of the story is with you, Fotso. An airliner with 43 people on board crashed into bad weather in Tanzania Lake Victoria on Sunday, November 6, 2022, shortly before landing in the northwest town of Bukoba, officials said. Tanzanian authorities adding that rescue operations were on the way. Rescue services and firefighters said 19 people had died after reporting at least 3 deaths in the previous toll. The ATR 42-500 type aircraft from the local private company Precision Air had taken off from Dar es Salaam with 43 people on board, including 39 passengers, the 2 pilots and 2 crew members. Earlier in the day, authorities announced that 26 people had been evacuated to a hospital. It was not immediately clear whether the death toll of 19 included rescuers were drowned in the lake or whether the aircraft had more people on board, a regional official said. We are continuing the investigation. It is possible that 2 people were not on board and died during the rescue operation, said Albert Shalamalila. The aircraft model is manufactured by the Franco-Italian company ATR and assembled in Toulouse in the south of France. Videos released to local media show the plane largely submerged as rescue in the weather attempt to pick up survivors. Rescuers are trying to lift the plane out of the weather using cables of cranes. President Samia Suluhu Hassan expressed her condolences to those affected by the accident. Let's keep calm as the rescue operation continue and pray for God to help us, she said on Tuesday. Precision Air, which is Tanzania's largest private airline, released a brief statement confirming the crash. Thank you, Jay Fotso, for that report. We now proceed and talk economy, where an economic prospecting mission from the Indian Economic Trade Organization, the IETO, has been in Libreville since November 4, 2022 in search of new business destinations and prospects. The delegation, led by Dr. Asid Iqbal, benefited from an inverse Gabon session on sectors of interest such as mining, agro-industry and fishing. We come back with you, Fotso, for the rest of the story. The National Investment Promotion Agency MP Gabon opened its doors on 4th November to members of the Indian organization IETO prospecting in Gabon. For a mission that will last until November 9, this business trip, which follows Gabon participation in the 70th conclave of Enzigbang, India-Africa last July in New Delhi, India aims to engage and establish business relations with Gabon, increase the Indian presence in Gabon and strengthen bilateral cooperation between the two states. The business climate in Gabon, the priority sectors for Indian investment, namely mining, agro-industry and fishing, and the legal framework to be developed to boost trade between India and Gabon, were at the center of the exchanges. For the Director General of MP Gabon, Gisela Mwanza Mboma, the members of the IETO who stay in Libreville aim to open discussion with the various sector leaders on the opportunities presented by the latter in New Delhi, particularly in the mining sector, health and fishing. As a reminder, the Indian Economic Trade Organization is an independent, impartial and non-governmental organization not linked to particular interest. India and Gabon have maintained warm and friendly relations since the pre-independence era of Gabon. Bilateral trade between the two countries reached $1.12 billion in 2021-2022, and this country is the second export destination Gabonese. To wrap up this first segment, we now move from particular to general. We are now talking the African continent. The African Development Bank raised $31 billion in investment commitments for projects during Africa's Investment Forum. The bank's president, Dr. Adewale Adesina, announced at the end of a 3-day meeting on Friday last week. The rest of the story you should listen in this report. In a bid to continue to boost sustainable growth and development on the African continent,
the African Development Bank has raised $31 billion in investment commitments for projects during the Africa Investment Forum, said the bank's president, Dr. Akinwumi Adesina, at the end of a three-day meeting on Friday. According to the ADB's boss, it brings the total investments for the year 2022 to about $64 billion. In March, the bank had secured $32.8 billion at another meeting with investors. Dr. Adesina gave few details about the projects but said one focus would be agricultural processing zones. He has always stressed on the importance of boosting the agricultural sector for a prosperous continent free from economic foes. Projects announced earlier in the year were from sectors including agriculture and agro-processing, education, energy and climate, healthcare, minerals and mining, and information and communications technology. While awaiting these projects coming into reality, the governments of every African country can play their roles so as the continent strives to get better. Ladies and gentlemen, that is the end for the first segment of this news in the English language. The next segment is going to be in the French language with you, Bala. Bon après-midi. Bon après-midi à vous, Jix Nabissé, pour cette seconde partie. En langue française, nous débutons donc avec la 27e conférence de l'ONU sur le climat. Alors, à Sharm el-Sheikh, en Égypte, 200 pays sont donc attendus du 6 au 18 novembre 2022 pour la COP27, la conférence des Nations Unies sur le climat. Sécheresse record, inondations dévastatrices et incendies interminables. La planète est aux abois et ce malgré bien sûr les engagements des pays riches, grands producteurs de gaz à effet de serre, à réduire bien sûr leurs émissions. La température mondiale continue d'augmenter. Les enjeux bien sûr de cette COP 27 sont contenus dans ce reportage signé Kouetchou. La traditionnelle photo des chefs d'État et de gouvernement du monde a ouvert ce 6 novembre à Sharm el-Sheikh la COP27, la conférence des Nations Unies sur les réchauffements climatiques. Ce sont en tout près de 200 pays réunis en Égypte, du 6 au 18 novembre, pour débattre des questions liées au réchauffement climatique et des mesures à entreprendre pour sauver la planète. Cette COP27, décrite comme celle de l'Afrique, est placée sous le signe de la solidarité nord-sud et doit permettre d'avancer sur les chantiers importants comme le recours aux énergies fossiles après les résultats modestes de la COP26 de 2021 à Glasgow. Un fossé nord-sud existe en effet aujourd'hui sur les questions climatiques mondiales. Les pays du Sud sont les plus touchés et pourtant ce sont généralement ceux ayant le moins contribué au réchauffement climatique. Cette année, la Corne de l'Afrique connaît des pics de sécheresse qui ont accru l'insécurité alimentaire, doublé d'inondations qui touchent plusieurs pays africains comme le Tchad ou le Nigeria, où l'on cumule une centaine de morts. Les solutions sur la table des débats, mettre fin au plus vite aux énergies fossiles, dont sont pourtant tributaires les industries africaines. L'épineuse question du financement annuel de 100 milliards de dollars destinés aux pays pauvres pour faire face aux conséquences du dérèglement climatique reste d'actualité puisque les montants promis ne sont toujours pas reversés. Avec une présidence africaine cette année à la COP27, la justice climatique sera au cœur des débats car si les pays du G20 sont responsables de 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce sont bien les pays les plus pauvres et notamment africains qui en payent le plus lourd tribut. 27e conférence de l'ONU sur le climat, que peut attendre l'Afrique? Eh bien, plus de 200 pays du monde entier sont donc réunis du 6 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh, c'est en Égypte, nous le disions tantôt. Ceci à l'occasion de la 27e conférence de l'ONU sur le climat. Et selon le militant écologiste Didier Yimekwa, la COP27 est justement l'occasion idoine pour les pays africains de chercher des financements et ceci, enfin bien sûr, de s'adapter aux phénomènes météorologiques extrêmes, au changement climatique. Écoutons dans ce reportage signé Emma Moutou les réactions de Didier Yimekwa. La 27e conférence de l'ONU sur le climat s'est ouverte le dimanche 6 novembre
à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Près de 200 pays du monde entier y prennent part jusqu'au 18 novembre 2022. Pour le militant écologiste Didier Yimkwa, c'est l'occasion idoine pour les pays africains de rechercher des financements afin de s'adapter aux phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique. L'Afrique va en Égypte pour un seul objectif, chercher les financements pour s'adapter aux phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique. L'Afrique est le continent le plus vulnérable face au changement climatique. L'Afrique est le continent qui émet le moins les gaz à effet de serre sur le plan mondial. L'Afrique, dans le cadre de la responsabilité partagée, la solidarité internationale, a sa part à donner à cette lutte contre le changement climatique, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est le climat qui est le thème central à la COP27. Les pays africains espèrent de la COP27 une contribution financière spécifique des pays développés à l'origine des émissions à gaz à effet de serre, dont l'Afrique est moins responsable de 4%. Toutefois, l'Afrique est également le continent le moins pollueur, mais le continent le plus exposé au réchauffement climatique. À la COP26 à Glasgow, il y a eu beaucoup de promesses, trop d'engagements. Mais un an après, lorsqu'on fait le bilan, pour ne pas dire que le bilan est presque négatif, parce que je ne suis pas sûr que toutes les promesses ont été tenues. L'Afrique doit déjà penser à ses propres solutions endogènes. L'Afrique doit penser à se prendre en main. Et l'exemple le plus patent, c'est la Grande Muraille Verte qui est en train d'être réalisée du Sénégal jusqu'à Djibouti. Ça fait à peu près 130 000 hectares de sol à reboiser. C'est un projet sud-sud. Cela prouve que les Africains peuvent aujourd'hui, si ils s'entendent, faire de bonnes choses. Selon le militant écologiste Didier Yimkwa, les communautés internationales doivent prendre en compte les propositions des pays africains car de nombreuses décisions ont été prises durant la COP26 à Glasgow. Il estime également que l'Afrique devrait exploiter des solutions endogènes afin de ne pas dépendre des pays développés pour mieux lutter contre le réchauffement climatique. Rappelons que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé le jeudi 3 novembre 2022 un pacte historique entre pays riches et pays en voie de développement pour des engagements efficaces contre le réchauffement climatique lors de cette 27e conférence de l'ONU sur le climat. Corée du Sud, Corée du Nord, les deux Corées sont au centre de nouvelles tensions. Eh bien, Pyongyang qui a mené il y a seulement quelques jours une série de tirs de missiles à la frontière entre les deux pays, en guise bien sûr des réponses assistées à une opération aérienne de grande ampleur menée par Washington, c'était à Séoul. Les deux pays sont donc appelés au calme pour éviter une montée de tensions aux conséquences désastreuses. Assam Zélé, dans ce reportage, revient avec plus de précision. Le torchon brûle de nouveau entre les deux Corées. À l'origine des tensions, les exercices militaires menés par les Sud-Coréens et les Américains. Ces exercices aériens conjoints sont une réponse de Séoul à une série de tirs de missiles menés par Pyongyang près de la ligne de dénonciation entre les deux Corées lors de l'armistice en 1953. Pour la Corée du Nord, qui s'applique depuis septembre à réviser sa doctrine nucléaire, il s'agit de frappes préventives en cas d'attaque, ciblant le régime de Kim Jong-un. Pyongyang soutient sans langue de bois qu'il n'hésitera pas à faire usage de frappes nucléaires si son territoire venait à être la cible d'une attaque étrangère. Baptisé Vigilant Storm, les exercices militaires conjoints américano-sud-coréens du 5 octobre ont donné lieu au déferlement de centaines d'avions de guerre, dont le redoutable bombardier lourd B-1B. De quoi susciter la colère de Pyongyang, qui les considère comme des répétitions générales à une invasion de son territoire.
Regain de tension entre Kigali et Kinshasa, mais une fois de plus, Luanda s'interpose et place bien sûr au centre l'atout du dialogue. Lors des assises de juillet 2022, Joao Lourenço, médiateur, avait donc associé des accords de paix. Ceci donc pour réduire l'esclavage, mais aussi quelques mois plus tard de rupture diplomatique. Luanda donc résistera-t-elle à cette médiation? Élément de réponse avec vous, Madone. La République démocratique du Congo, après avoir annoncé il y a une semaine la rupture diplomatique avec le Rwanda en déclarant l'expulsion de Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire représentant le Rwanda à Kinshasa, n'a toujours pas cligné de l'œil. La médiation angolaise, sous la direction du président Joao Lourenço désigné par l'Union africaine, a relancé le dialogue entre les deux parties. Les chefs de la diplomatie de chaque pays ont fait escale le 5 novembre à Luanda. Les réunions tripartites à suivre visent non seulement à un cessez-le-feu à rafraîchir, puisqu'il avait été conclu lors d'un sommet après échange entre Kigali et Kinshasa, mais aussi un retour à l'apaisement entre les deux. Dans la région est de la RDC, les rebelles du mouvement du 23 mars gagnent du terrain et terrorisent le peuple, dont 50 000 personnes ont dû se déporter, 12 000 se sont dirigés vers l'Ouganda et plus de 5 000 vers Brazzaville. En juillet dernier, Luanda se tensait déjà d'avoir obtenu des résultats positifs pourtant. Parlant de mesures de paix, notamment ce cessez-le-feu pour lequel aucun détail sur le contenu n'a fuité, c'est que celui-ci manquait de consistance puisque 3 mois plus tard s'observe un regain de tension et un président Tshisekedi exacerbé par la situation sécuritaire précaire de son territoire Est. Kinshasa avait demandé, je cite, le retrait immédiat et sans condition du M23 de ses positions en RDC. Fin de citation. Kigali, quant à lui, avait évoqué une adoption, je cite, d'une feuille de route pour la désescalade des hostilités. Fin de citation. Après de beaux discours et accords frêles, retour aux tensions, malheureusement. Mais où ira cette fois la médiation de l'Angola? Joao Lourenço réussira-t-il à faire fumer le calumet de la paix au président Tshisekedi et Kagame? La RDC pourra-t-elle récupérer son territoire envahi? Des questions qui restent tout de même pendantes à l'aune des maigres avancées de paix et la multiplication d'accusations contre le Rwanda. De l'autre côté du monde, nous sortons donc par là dans l'optique de mieux serrer les liens. Le ministre des Affaires étrangères indien Subramaniam s'est donc rendu le 7 novembre 2022 à Moscou pour y rencontrer son homologue Sergei Lavrov. Sur table, plusieurs points ont été évoqués, notamment échangés sur des questions bilatérales. L'essentiel à retenir de cette rencontre sont contenus dans ce reportage. Objectif: réaffirmer les liens étroits entre l'Inde et la Russie, particulièrement mis à l'épreuve par la durée du conflit en Ukraine. C'est dans cette optique que Subramaniam Hankar, ministre des Affaires étrangères indien, s'est rendu ce lundi 7 novembre 2022 à Moscou pour y rencontrer son homologue Sergei Lavrov. Pendant 2 jours, il est donc question d'échanger sur l'ensemble des questions bilatérales et pour davantage resserrer les liens avec un Vladimir Poutine qui ne t'arrête pas d'éloges sur l'Inde et son dirigeant. Le 4 novembre dernier, jour de l'unité du peuple russe, le président russe a déclaré, je cite, « L'avenir appartient à l'Inde, la plus grande démocratie du monde menée par le patriote Narendra Modi. » Ou encore, « Les Indiens sont talentueux et déterminés. » Fin de citation. Notons que l'Inde et la Russie entretiennent jusqu'ici de bonnes relations. Il s'agit pour New Delhi de ne pas gâcher une belle amitié historique entretenue par son premier fournisseur d'armement. Cependant, même s'ils entretiennent tous deux de bonnes relations, l'Inde a demandé à la Russie de garantir qu'elle n'utiliserait pas d'armes nucléaires dans le conflit russo-ukrainien. Précisons que depuis le début du conflit russo-ukrainien, les Occidentaux reprochent à l'Inde son ambiguïté vis-à-vis de la Russie. L'Inde, jusqu'ici, maintient une position que le gouvernement indien qualifie de neutre.
Le discours de l'Inde face à l'Ukraine est principalement axé sur le droit international. Le gouvernement indien défend l'importance de la souveraineté et du respect de l'intégrité territoriale des États pour donc assurer la préservation de l'ordre mondial. Il a demandé la cessation immédiate des violences et des hostilités et ceux-ci sont toutefois mentionnés explicitement la responsabilité à Moscou. Mesdames, Messieurs, sur cette voie, c'est la fin pour la version française. Je suis Bala. And for the English presentation, I have been Jackson Abuse. Ladies and gentlemen, do have a beautiful day in company of our programs. Bye-bye.